Euh, je lance l'enregistrement. Alors, bonsoir à Stéphanie, Isabelle, pardon. Isabelle, vous avez coupé le son? C'est bien, ouais. Oui, D'accord. Non, c'est pas toi, Isabelle, l'autre Isabelle, il y a une Isabelle qui était en gros il y a plan. Nathalie. Oui, oui, mais Ah, c'est bon, c'est bien, merci Isabelle. Donc, mais alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce Zoom imaginé par la Confédération syndicaire que nous avons souhaité la plus large possible, hein. En tout cas, bon, on accueille les adhérents évidemment de nos différentes organisations avec plaisir. Et il nous a semblé très utile de donner la parole ce soir aux représentants de la FNAE. Donc je salue la présence d'Isabelle Collin, que vous voyez là actuellement, et bonsoir. de Nicolas Cordier, qui est le délégué général, je ne me trompe pas cette fois-ci, de la Oui. FNAE. Alors, l'intérêt d'inviter Nicolas, c'est que... Oui, Isabelle, tu veux dire quelque chose? Oui, et il y a Nathalie Parmentier aussi qui nous a rejoint et qui est naturopathe. Donc Nathalie, voilà, qui fait D'accord. partie aussi des métiers du bien-être D'accord. et qui travaille pour la Fédé. Merci. Parfait. Merci Isabelle. Et donc, oui, donc on a souhaité donner la parole un peu à Nicolas ce soir pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, il est délégué général de la FNAE, donc il va être à même de nous présenter un petit peu la position de la FNAE. Et puis, il a fait partie donc, de la délégation qui a été reçue vendredi au ministère de l'économie. Et donc, alors, l'idée un peu ce soir, c'est de partager en trois un peu la visio, si vous le voulez bien. Et si tu veux bien, Nicolas, d'abord, peut-être de nous rappeler rapidement le contexte hein, de l'amendement, comment ça s'est produit et le contenu, hein, de manière assez rapide, puisque là-dessus, je pense que tout le monde est à peu près au courant, mais enfin, il y a des choses à préciser quand même, je pense. Ensuite, si tu veux bien, et ça, je pense que ça sera vraiment intéressant de nous faire un petit compte-rendu de votre rendez-vous au ministère. Et enfin, moi, ce qui me paraît aujourd'hui le plus important et évidemment le plus urgent, c'est les actions que nous allons pouvoir mener et ce que vous avez prévu, vous, à la FNAE, et éventuellement, nous, ce qu'on pourra apporter aussi dans la lutte pour revenir sur cet amendement. Ce que je propose aussi, c'est qu'éventuellement, il y ait les questions sur le chat. Peut-être qu'on fasse des petites pauses entre les trois sections de la soirée, hein, comme je les ai exposées, et puis qu'éventuellement, on puisse répondre, que ce soit Isabelle, Nicolas ou d'autres, pourraient répondre aux questions qui seraient posées en chat éventuellement. Donc voilà. Bah, Nicolas, si tu veux bien commencer, en te remerciant à nouveau de ta présence ce soir. Je sais que le temps est compté en ce moment, donc c'est vraiment sympa de nous avoir accordé ce temps. Merci Jacques. Je vous propose qu'on fasse un petit retour arrière juste avant la censure au mois de décembre, puisque cet amendement sur la baisse du seuil de franchise en base de TVA avait été déjà déposé par le gouvernement avant la censure lors de la lecture au Sénat. Euh, Cet amendement avait été rejeté par le Sénat suite à une action de lobbying de la FNAE auprès des sénateurs. On a eu la censure. Suite à la censure, ce qui s'est passé début janvier, une fois la nomination de ministre Bayrou, il y a eu un accord en fait entre le président de la commission de l'Assemblée nationale, la commission des finances et celui du Sénat pour repartir là où il s'était arrêté avant la censure. Donc globalement, c'était le budget Barnier qui a été amendé par le Sénat, hein, ça a fait suffisamment de bruit. Et globalement, cet amendement est réapparu euh, par l'intermédiaire d'un sénateur LR, enfin, poussé par un sénateur LR au niveau du gouvernement. Le gouvernement l'a redéposé et cette fois-ci, il a été adopté par le Sénat. Cet amendement, il dit quoi? Il dit une baisse
du seuil de la franchise en base à 25 000 euros. Il est très ambigu, l'amendement, pour la bonne et simple raison, en fait, qu'il laisse à penser que c'est lié à une directive européenne qui oblige en fait la France à baisser son seuil de TVA. En fait, il n'en est absolument pas, c'est absolument pas le cas. Alors, ça a été le cas sur la franchise en base pour l'achat-revente, mais qui ne vous concerne pas, puisque la directive européenne précise que le seuil maximal d'achat-revente est de 85 000 euros à compter du 1er janvier 2025. C'est pourquoi le seuil en achat-revente a bien été abaissé à 85 000 euros et le seuil de prestation a lui augmenté. Il est passé de 36 800 à 37 500 pour le seuil de base. Donc cet amendement est passé et dans l'amendement, l'exposé des motifs, globalement, indique bien que c'est lié à une problématique potentielle de concurrence déloyale entre les entreprises européennes qui pourraient venir travailler en France et bénéficier de la franchise en base de l'État dans lequel elles travaillent, à concurrence de 100 000 euros de chiffre d'affaires dans l'ensemble des pays de l'Union. Donc ça, c'était l'amendement. Levée de bouclier de la part de la FNAE. Donc la presse a été alertée, ça a été repris. On a lancé une pétition qui a été reprise en fait dans Télématin, début de semaine dernière, ce qui fait qu'on a pris pratiquement 30 000 signatures en 2 heures. Et le gouvernement, par l'intermédiaire d'Éric Lombard, a annoncé le 6 février dernier la suspension de la mesure. Suspension de la mesure, tout le monde est un peu tombé dans le panneau en se disant ils suspendent la mesure, c'est gagné, globalement, on va revenir au seuil où on était. On est allé donc avec Grégoire Leclerc, Laurent Elie et Virginie Tillard, qui est la secrétaire générale, à la réunion ministérielle, donc la première réunion de concertation vendredi dernier à Bercy, et là, ça a été la douche froide. Ça a été la douche froide, puisqu'en fait, Véronique Louwagie, la ministre, a posé les choses en disant globalement, la mesure aujourd'hui est suspendue, on fait une concertation avec les organisations professionnelles, donc étaient présents à cette réunion le MEDEF, l'UDP, l'UNAPL, l'UAE et la FNAE. En disant, voilà, il y a une concertation, la concertation doit être finalisée le 28 février, sachant que la mise en application de la mesure est le 1er mars 2025. Donc en fait, ils suspendent une mesure qui n'est pas mise en œuvre et ils donnent une fin de concertation la veille de sa mise en application. Je vous laisse deviner l'idée du gouvernement derrière, c'est que la concertation n'aboutisse pas et que le 28 février, ils disent, ou le 1er mars, ils disent la concertation n'a pas pu aboutir, le budget a été adopté, même si c'est par 49.3, auquel cas on applique la mesure. C'est la méthode de Véronique Louwagie, sachant qu'aujourd'hui, il refuse d'abroger. Je ne sais pas si vous avez suivi le grand jury RTL hier où Éric Lombard était invité. Aujourd'hui, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'est pas. L'annulation de la mesure serait une mauvaise chose. Il a ajouté la concurrence demeurerait vis-à-vis des artisans et il n'est pas question de fragiliser les artisans. Donc en fait, on n'est plus sur l'exposé des motifs tel qu'on l'avait dans l'amendement par rapport à la directive européenne. En fait, on est maintenant sur un lobbying fait par la CAPEB et la FFB. Alors, une partie de la FFB, parce que toute la FFB, il y a une partie des gens à la FFB qui sont quand même auto-entrepreneurs et qu'on fait du lobbying, en fait, de manière à ce que on n'a pas pu limiter le régime à 2 ans. On a trouvé globalement cette faille avec la directive européenne. On va essayer un peu de noyer le poisson et de passer via cette directive pour dire il y aura de la concurrence déloyale. Ça a fait long feu parce que personne n'est dupe, globalement. Sachant que pour la petite histoire, hein, c'est avant 2025, les entreprises en fait qui venaient travailler en France pouvaient appliquer le taux de TVA de leur pays d'origine. Sachant qu'en France, on a un taux de TVA qui est plus élevé que dans d'autres pays. Donc voilà, l'intérêt est assez limité.
Donc, à la Est-ce que fin de la tu réunion. peux, Nicolas, est-ce que tu peux préciser les acronymes que tu as cités, la FFB Alors, FFB, c'est la Fédération française du bâtiment. La CAPEB, c'est pareil, c'est une confédération du bâtiment. L'U2P, c'est l'Union des entreprises de proximité. Le MEDEF, bon, tout le monde connaît, le Mouvement des entreprises de France. Il y avait aussi la CPME. Et globalement, les positions des différentes organisations professionnelles. La position du MEDEF, c'est de dire que cette mesure est une bonne mesure. Maintenant, ils sont dans leur rôle aussi. Ce qu'ils ont dit, c'est que si vous rouvrez le débat sur la franchise en base, nous, on a d'autres dossiers aussi qu'on souhaite réouvrir. Ils n'ont pas précisé lesquels, mais je pense que la ministre les a compris. L'U2P donc, valide la mesure. Hein. C'est une très bonne mesure. Ça va la fameuse concurrence déloyale des auto-entrepreneurs vis-à-vis des artisans. L'UNAPL, alors l'UNAPL, ils sont un peu dans une position délicate parce qu'ils sont à la fois adhérents de l'U2P, mais ils ont aussi des professions libérales qui sont en auto-entreprise. Donc eux, leur idée, c'est de dire, ben, en fait, on va avoir un seuil à 25 000 pour les artisans du bâtiment, et puis on revoit d'autres niveaux de seuil. Enfin, il s'est perdu en conjecture, c'était absolument pas lisible au niveau de son discours, mais de toute façon, c'était de la complexification. Donc assez peu d'intérêt. Et côté FNAE et UAE, François Hurel et Grégoire Leclerc ont parlé d'une même voix pour demander l'abrogation de la mesure. Globalement, voilà ce qui s'est passé. Fin de réunion, ça a duré à peine 1 heure. Et en fait, la problématique qu'il y a eu, c'est que Bercy donne des chiffres qui sont totalement erronés. Bercy donne des chiffres en disant, globalement, c'est 10% des micro-entreprises qui sont concernées. Le CA moyen des micro-entrepreneurs, c'est 13 000 euros, donc très en deçà des 25 000. Donc, de toute façon, l'impact est très limité. Donc, j'ai échangé suite à ça avec le directeur de cabinet de la ministre et en lui disant les chiffres que vous donnez sont totalement erronés. Pour plusieurs raisons. Donc, il m'a demandé pourquoi je disais ça. Pour plusieurs raisons. C'est qu'il part du postulat de dire il y a 3 millions d'auto-entrepreneurs. Sauf que sur ces 3 millions, en fait, il y en a 1 600 000 qui sont économiquement actifs. Sur ces 1 600 000, on a en fait deux grandes catégories. On a ceux qui sont en activité principale, on a ceux qui sont en activité secondaire. Les salariés et les retraités. Ceux qui sont en activité principale représentent 44% des 1 600 000. Donc, approximativement 700 000. Par rapport aux chiffres que nous a donné l'INSEE, on sait aujourd'hui qu'on est à peu près à 300 000, un peu moins de 300 000 micro-entrepreneurs qui sont concernés. 300 000 sur 700 000, on n'est plus à 10%. On est à 40%. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils nous disent le CA moyen, c'est 13 000 euros. Oui, sauf que pour prendre le CA moyen, ils prennent l'ensemble des micro-entreprises et ils divisent par le chiffre d'affaires des auto-entrepreneurs sur une année, sans distinguer ceux qui sont économiquement actifs de ceux qui sont en activité principale et de ceux qui sont en activité secondaire. Aujourd'hui, personne n'est en capacité à donner le chiffre d'affaires médian des micro-entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'on a une partie des données qui sont à l'INSEE, puisque quand vous inscrivez, vous précisez bien si vous êtes en activité principale ou secondaire. Après, ça peut évoluer aussi dans le temps, c'est-à-dire que quelqu'un peut commencer en activité principale puis retrouver un emploi salarié à côté. Il y a des données qui sont à la DGFiP par rapport à l'hier, et on a des données maintenant qui sont à l'URSSAF, également sur les déclarations de chiffre d'affaires. Sachant que l'URSSAF ne sait pas si vous êtes en activité principale ou en activité secondaire. Donc voilà, on a un mélange des genres. Donc je lui ai envoyé, alors je ne sais pas si vous l'avez eu, l'étude Credoc, l'étude du Credoc. Jacques, ça serait peut-être Non. intéressant, je vous l'envoie, c'est Ouais, tout à fait. c'est une étude du coup, sur les caractéristiques en fait, de la micro-entreprise. Donc je lui ai poussé cette étude-là. Il m'a répondu samedi, ça laissait penser qu'il avait un peu un fléchissement dans sa position par rapport à la micro-entreprise et ça a permis peut-être de remettre l'église au milieu du village sur une certaine perception qu'il avait de la micro. Et puis ensuite, j'ai discuté avec la ministre, parce qu'elle est venue s'intégrer dans la conversation et a remis sur le tapis la fameuse directive européenne.
que je lui ai dit, c'est que globalement, est-ce que aujourd'hui vous avez analysé le nombre d'entreprises de l'Union qui pourraient profiter de cet effet d'aubaine? Pas d'analyse. Donc je lui dis, vous êtes en train de nous expliquer, enfin de m'expliquer que vous allez mettre en risque 300 000 indépendants sur la base d'une analyse que vous n'avez pas faite. Tu manges pas la soupe? Non? Il faut couper les micros là, s'il vous plaît, parce qu'il y a vraiment un problème du côté de Lorane. Donc ce qu'elle me répond, c'est que globalement, et la réponse est tout à fait conforme, c'est qu'elle me répond, oui, mais le gars, il va venir avec son camion et il va aller sur un chantier. Donc tout de suite, on met sur les artisans, en fait, sur les artisans du bâtiment. On comprend le principe. Ce que je lui dis, c'est que le gars, il va peut-être venir avec son camion, mais il aura des frais de fonctionnement parce qu'il ne va pas dormir dans son camion, il faudra qu'il se loge. Donc, tout ça pour faire de la prestation de service limitée à 37 500 euros. Je suis à peu près convaincu qu'il n'y aura pas beaucoup d'entreprises qui vont venir travailler en France. Donc tout ça, c'est un prétexte tout à fait trompeur de la part du gouvernement. Donc voilà globalement pour le contexte et les retours qu'on a eus. Donc la conclusion par rapport à cette concertation, c'est que c'est un leurre. Je crois que vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, on était censé recevoir un mail. Alors je vais juste vérifier pour vous dire de bêtises, mais non, j'ai toujours pas reçu. On était censé recevoir un mail du ministère pour avoir la première bilatérale, puisqu'à partir de cette semaine, suite à cette première réunion de concertation, il y aura des bilatérales. Donc, ministère MEDEF, ministère UDP, ministère FNAE, pour essayer de trouver des points. Nous, dans l'absolu, il n'y a pas de négociation possible. La seule porte de sortie, c'est l'abrogation de la mesure. Voilà. Donc la position du gouvernement, on la connaît. Ils connaissent notre position. Je pense qu'ils l'ont vu sur les réseaux sociaux. Ils l'ont vu par rapport à la pétition. On a l'avantage d'avoir quand même la presse avec nous, puisque tous les chroniqueurs échos, bien que c'est une connerie monumentale, que c'est une erreur économique, Figaro va même jusqu'à parler de faute politique et d'erreur économique. Alors faute politique parce que globalement, le gouvernement fait le lit des extrêmes en faisant ça. Hein. On l'a vu, hein. LFI a déposé une proposition de loi transpartisane pour abroger la mesure. Le RN a lancé une pétition. Alors, ce qui est drôle de la part du RN, c'est qu'au mois d'octobre, ils avaient déposé un amendement au PLF pour abaisser le seuil à 18 250. Récupération politique, mais un petit peu quand même. Donc, pour nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de continuer à mobiliser sur les réseaux sociaux, c'est de continuer à mobiliser par rapport à la pétition, et c'est surtout d'informer et les députés et les sénateurs. Donc, on a mis en place sur le site un courrier qui est à disposition. C'est un courrier type. Il est à la fois au format PDF, à la fois au format Word, de manière à ce que vous puissiez le customiser à votre manière. Et l'idée, c'est de l'envoyer ce courrier aux sénateurs et aux députés. Ça, j'ai demandé à Grégoire. Alors, Grégoire était à l'Assemblée cet après-midi. Pas répondu. Il était à l'Assemblée cet après-midi puisqu'il était entendu par notamment Christine Pires-Beaune, justement sur la problématique de la franchise en base de TVA. Demain, moi, je serai au Sénat. J'ai réussi à avoir une audience avec un sénateur de Loire-Atlantique, qui est l'ancien président du conseil départemental et qui est le vice-président de la commission économique. Je le connais à l'extérieur, donc ça aide un petit peu pour avoir. Mais globalement, je l'ai vu samedi, il est plutôt à l'écoute. L'idée, c'est de lui présenter les choses et c'est d'aller sur une PPL, un projet de proposition de loi
parce que globalement, on n'aura pas de toute façon de loi de finances rectificative, de projet de loi de finances rectificative fait par le gouvernement, hein. Ça, c'est complètement illusoire dans la mesure où ils vont pas risquer une motion de censure en faisant cela. Donc, nous, notre seule possibilité, c'est d'alerter aujourd'hui les sénateurs et les députés pour qu'on ait un groupe parlementaire, notamment à l'Assemblée nationale, qui dépose un projet de proposition de loi, enfin, qui dépose une proposition de loi sur la base du projet qu'on leur fournira. Aujourd'hui, c'est pratiquement la seule issue possible. Et une fois que une proposition de loi est déposée par un groupe parlementaire, on pourra alors demander au gouvernement un moratoire sur la mesure, le temps que la proposition de loi soit votée à l'Assemblée. Voilà. Voilà globalement où on en est aujourd'hui sur là-dessus. Du coup. D'accord. Isabelle a mis sur le chat le lien pour télécharger le courrier, hein, si vous voulez le copier. Euh, Isabelle, est-ce que tu peux mettre également éventuellement le fichier Excel avec la liste des députés et des ouais, sénateurs et ça, leur c'est mail? Oui, Et puis, ok. peut-être qu'on peut expliquer aussi, c'est assez facile, hein, comment retrouver éventuellement le député de sa circonscription et comment envoyer un mail aux élus, hein, ce qui est tout à fait facile et faisable. Donc, je sais pas, de Nicolas ou Isabelle, si vous voulez. Alors, dans le fichier Excel, vous aurez en fait l'adresse mail, hein, D'accord. du député. Alors, par contre, je ne sais pas si on a les circonscriptions, Isabelle, il ne me semble pas. Bon, ça, on les trouve Mais ça, facilement. on peut retrouver assez facilement Oui, sur le on les site du trouve Sénat facilement, hein. et, ou sur le site de l'Assemblée nationale pour les députés. Si, Dis-moi, Nicolas, Oui. excuse-moi, il est où exactement? Parce que tu vois, je me suis pas connectée. Non, Il ben est sur le t'embête site. pas, Euh, Jacques, le je te fichier Excel, attends, tu veux que je te les envoie? ouais, où est-ce qu'il est? Parce que là, je suis sur je le trouve pas. Si tu te connectes, normalement, tu l'as le Ah, il fichier. faut que je me connecte. Ok, oui. Donc ça veut dire qu'en fait, là, comment dire, bon, on a accès à, j'interpelle les parlementaires en libre service, mais la liste, en fait, il faut se connecter. C'est-à-dire que Oui. quelqu'un qui n'est pas adhérent chez nous ne peut pas se ah, connecter. Donc on va vous envoyer la liste, ouais, hein. alors il faudrait Connectez. l'envoyer, ouais. Et puis nous, Ouais, Oui. on la transmettra à chaque organisation, en fait, hein. Comme ça sera plus simple. d'accord. Ok. Ouais. Tout à fait. Ou effectivement, comme a mis Barbara, recherchez votre député. Voilà, c'est assez simple. Juste, moi, je voulais juste donner mon petit témoignage très modeste. En fait, sur LinkedIn, j'ai un certain nombre d'abonnés, d'élus pour lesquels je suis abonné. Et donc, je me suis permis d'envoyer c'était à peu près une cinquantaine, hein, de messages, du coup, aux élus. Et j'ai eu 6 réponses, dont une qui est quand même assez intéressante, puisque c'est celle d'Antoine Armand, qui est l'ancien ministre de l'économie, hein, sous éphémère, hein, Mhm. pendant le gouvernement Barnier, qui était opposé à cette mesure, hein, très fortement, et qui, là, visiblement, exprime son soutien, hein. Donc, on voit que ça bouge au niveau de tous les partis, d'ailleurs, hein. C'était assez économique et écuménique, pardon. Mais ça vaut le coup, donc, du coup, de rajouter une couche. Ça fait rien s'ils sont interpellés 5, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Ça ne fait rien. Il C'est faut qu'ils aient la masse, en fait. c'est ça, exactement. C'est vraiment important d'y aller. Il ne faut pas hésiter. Il faut même éventuellement demander des rendez-vous en circonscription, hein, c'est possible. Oui, Voilà, ils ont intérêt, eux, à recevoir leurs électeurs, hein, de toute façon, parce que l'avenir est pas très rose pour eux, de toute façon, hein.
Donc voilà, il faut se mobiliser. Alors ce que je propose, c'est, pour pas que ça dure trop longtemps, mais quand même, d'ouvrir un peu éventuellement la discussion. Là, il y a une question, par exemple, avez-vous une communication type à communiquer sur les réseaux? Alors, en fait, dans le courrier, vous allez retrouver l'argumentaire. Euh, Dans le courrier, il y a l'argumentaire sur ce que vous pouvez expliquer, il y a l'argumentaire d'un point de vue de la FNAE, et puis aussi il y a les effets de bord pour le gouvernement, puisque le gouvernement aujourd'hui table sur 400 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires cette année et sur 800 millions d'euros en année pleine, euh, sachant que le gouvernement... Oui, non, c'est bon. Sachant que globalement, euh, il y aura un effet contre-productif sur les recettes parce que arrivé à 25 000, certains vont arrêter de facturer. Mhm. Donc va y avoir des risques de travail dissimulé. Il y aura aussi de la fraude parce qu'on va dire au conjoint, bah écoute, tu ouvres ta micro-entreprise et puis on facturera via ta micro-entreprise, hein, ce qui n'est pas légal d'ailleurs, au demeurant. Mais globalement, si vous avez quelqu'un qui arrête de facturer, qui fait du travail dissimulé derrière, bon, alors il a moins de protection sociale, certes, mais ça a un coût aussi pour l'État, parce qu'il y a moins de rentrées de cotisations sociales, il y a moins de rentrées d'impôts sur le revenu. Et l'effet est totalement pervers, c'est que peut y avoir aussi des dépenses sociales pour l'État via la prime d'activité. Ouais. Et une entreprise qui ferme, ça peut aussi être une demande d'ATI, donc qui est l'allocation de travailleurs indépendants, et puis derrière du RSA. Donc il y a tout un effet boule de neige via cette mesure. Donc les 400 millions d'euros, globalement, on n'y croit pas, d'autant qu'il n'y a eu absolument aucune étude d'impact faite par le gouvernement sur le sujet, en fait. Et puis par rapport à tout ce qui est distorsion de concurrence, les micros dans le bâtiment et les entreprises dans le bâtiment ne sont pas sur le même marché. On le sait depuis très longtemps. Et si effectivement il y avait de la concurrence déloyale, je pense que le régime n'existerait plus depuis bien des années, sachant que la dernière étude qui a été faite, hein, vraie étude, c'est une étude de Lacoste qui date de 2012 et qui indiquait bien qu'il n'y avait absolument pas de concurrence déloyale entre les auto-entrepreneurs travaillant dans le bâtiment et les artisans. Donc voilà. Et depuis, on n'a eu aucune étude. Par contre, on a les syndicats du bâtiment qui, eux, par contre, continuent sur ces dogmes-là depuis 2009 à dire qu'il y a cette fameuse concurrence déloyale. D'ailleurs, le terme est complètement galvaudé, puisque il y aurait concurrence déloyale si toutes les formes d'entreprise n'avaient pas accès à la franchise en base. Or, la franchise en base, elle n'est pas arrivée avec le régime de la micro, elle existait déjà avant. Et aujourd'hui, toutes les formes d'entreprise ont la possibilité d'être en franchise en base. Ce qui joue, c'est le seuil. Si vous dépassez le seuil, effectivement, vous sortez de la franchise en base. Donc, peut pas, le terme concurrence déloyale est totalement galvaudé. Et par rapport à distorsion de concurrence, ce ne sont pas les mêmes marchés. Vous avez, on va prendre l'exemple de la coiffeuse, parce qu'il est assez parlant, mais dans les territoires, en ruralité, par exemple, la coiffeuse à domicile est très importante pour des personnes qui sont des personnes âgées qui peuvent être à mobilité réduite, qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller de prendre une voiture et d'aller à 10 km au salon de coiffure. Voilà, c'est pas le même service, c'est deux choses différentes. Et donc voilà, c'est Donc là, Nicolas, justement, il y a deux questions qui se rejoignent sur... oui, euh, on est d'accord que cette mesure ne touche pas que les micro-entreprises, mais cette mesure touche toutes les entreprises qui sont en franchise en base, c'est ça. donc pas uniquement les micro-entreprises. Alors, il y a une majeure partie, on va dire que globalement, sur les 300 000, la fourchette, c'est 250 000 micros et 50 000 entreprises, autres entreprises individuelles en général. Ouais. Alors, il y a une question oui, il est assez simple d'y répondre.
une fois le courrier que vous nous avez transmis est signé, à qui le transmettons? Eh bien, à l'élu, si possible, à vos élus de circonscription ou aux sénateurs du secteur. Et voilà, mais ça peut être de manière très très large, hein, même y compris au niveau des conseils régionaux, hein, ça peut être intéressant. Enfin, plus il y aura de gens qui vont être averti, et mieux c'est. Ce qui est pas mal aussi, à mon avis, c'est de contacter les presses régionales, hein, parce que, elles sont Après, très actives sur ces sujets-là et très intéressées, hein. oui. Donc D'a- Ouais, vas-y, Nicolas. D'ailleurs, juste pour rebondir sur le courrier, mettez bien votre nom, prénom, adresse. Ouais, Envoyez à votre député ou sénateur de circonscription pour qu'il ait bien, qu'il voit bien que vous êtes potentiellement un de ses électeurs. Parce que le nerf de la guerre, il est là, hein. Euh, exactement. Quand ils vont comprendre que ben, les prochaines élections, notamment les municipales, c'est l'année prochaine, Hmm. la présidentielle en 2027, quand ils vont comprendre qu'il y a un risque derrière, je pense que ça peut aussi les faire changer d'avis. Tout à fait. Et les rumeurs de dissolution continuent à courir dans les assemblées, hein. Donc, il n'y a pas de. Aussi là-dessus, c'est aussi un poids éventuel. Ce qui explique aussi la mobilisation des deux partis dont tu parlais tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Oui, bien sûr que le courrier sera transmis au SSI, comme il va être transmis à toutes les organisations qui font partie de syndicat, hein, bien évidemment. Là, on est dans un Zoom syndicaire. C'est la Confédération qui est aux côtés de la FNAE là, pour essayer d'arrêter cette mesure délirante. Mais oui, oui, on travaille avec l'ensemble des organisations et de manière plus large, hein, avec l'ensemble des organisations du bien-être. J'en profite pour dire que d'une certaine manière, cette mauvaise nouvelle est une occasion aussi de montrer que nous exerçons des métiers aussi, hein. Et on le voit bien là, parce qu'il y a pas mal de réactions, Nicolas, sur le chat, où ils disent, enfin, les gens disent, bah, moi je vais être obligé d'arrêter. Je vais être Voilà. obligé d'arrêter mon activité. Eh ben oui, si on arrête son activité, c'est bien qu'on était en train d'exercer un métier. Et c'est bien aussi ce qu'il faut faire comprendre à nos élus et à nos gouvernants, hein, qui, comme vous le savez, nous ignorent de la manière la plus scandaleuse, hein, depuis très longtemps. Et bien là, on est en train de prouver quelque chose aussi, hein. Donc, et ça, je pense que c'est vraiment un combat qu'il faut relier à celui là qui nous touche actuellement, hein. Mais pour moi, c'est très très lié, vraiment. Je pense qu'il y a une logique derrière ça, effectivement, d'ignorer, de minorer tous ces métiers qui sont actifs, et y compris ceux du bien-être, hein. Moi, je préfère le terme de santé intégrative, mais voilà. Oui, Barbara, tu voulais dire un mot? Oui, je voudrais juste revenir sur la question d'Alice Marchaud qui dit Je comprends que c'est une mesure qui cherche à réguler une crainte sur des chantiers du BTP. A-t-on une idée du nombre ou taux d'auto-entreprise du BTP dans l'ensemble des auto-entrepreneurs et pour lesquels on remettrait en cause la survie potentielle de toutes les autres professions possibles sur ce statut? Parce qu'en fait, ce qu'on comprend en gros, c'est que c'est le BTP qui fait du bruit Mm. et qui va noyer toutes les autres auto-entreprises par ça. Je vous confirme, c'est 13% des auto-entreprises qui sont globalement dans le bâtiment. Ok, Euh, et ce 13% est suffisant? Ils ont un lobby Le suffisamment fort? lobby du bâtiment est très très puissant, d'autant qu'en plus en ce moment, comme vous pouvez le constater au niveau de l'immobilier, c'est un petit peu problématique. Mm. Donc au niveau de la construction aussi. Donc comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. Donc généralement, on les entend pas forcément. Par contre, quand le bâtiment ne va pas bien, effectivement, il monte au créneau et la première cible, ce sont les auto-entrepreneurs. Alors, c'est quand même très, très étonnant parce qu'il parle de concurrence déloyale. La concurrence déloyale au niveau des artisans, elle est aussi sur les entreprises de l'artisanat qui font venir des salariés détachés de Pologne, de Roumanie, de Turquie et compagnie. Par contre, là, ils ont un pacte de non-agression entre eux sur cette concurrence déloyale qui est beaucoup plus forte
que celle que peuvent faire les auto-entrepreneurs, en l'occurrence. Donc voilà, ils ont trouvé cette cible-là, sachant que par ailleurs, beaucoup d'entreprises du BTP sous-traitent des Mm. auto-entrepreneurs. Quand ils les auront tués, Mm. ben, comment feront-ils? Ouais, tout à fait. Oui, oui, Et ce qui est, alors, on est bien d'accord. juste, ce qui est assez étonnant, c'est que et Isabelle pourra en témoigner, parce qu'elle a eu des contacts avec des organisations professionnelles qui aujourd'hui sont rattachées à l'U2P, et notamment des artisans d'art, des choses comme ça, où les personnes sont en micro-entreprise, avec un syndicat qui est rattaché à l'U2P, et c'est leur syndicat qui demande finalement, qui leur met un coup de poignard dans le dos en disant qu'il faut abaisser la franchise en base à 25 000 euros. Quand, quand on siège au CPSTI, ce qui était mon cas comme titulaire, le CPSTI, c'est je trouve plus Conseil l'acronyme. de la protection Voilà, sociale. Conseil de Le protection Conseil sociale de des protection indépendants. sociale des travailleurs indépendants. Quand on siège, il ne se passe pas, enfin moi quand je siégeais sur l'Île-de-France, il ne se passait pas une réunion sans que effectivement on ait les artisans du bâtiment qui tapent sur les auto-entrepreneurs. C'était systématique. Donc effectivement, il y a cette espèce de montée là de corporatiste et pas très étayé, hein, comme tu le dis, Nicolas, pour effectivement être un peu hargneux sur la question de l'auto-entreprise, bon, et qui a fait, a fait les beaux jours quand même de l'économie depuis un moment, puisque c'est quand même le vecteur de création d'entreprises aujourd'hui, hein. C'est la micro-entreprise qui crée beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, ce matin, sur France Inter, il y avait Dominique Seux, qui est quand même le directeur de l'Écho, hein, des Échos. Donc c'est quand même, voilà, c'est une personnalité que le gouvernement connaît bien et qui reconnaissait l'utilité de la micro-entreprise dans la stabilité de l'économie française, en tout cas en ce qui concerne les micro-entreprises. Donc vraiment, c'est ce que tu disais, Nicolas, c'est vrai qu'au niveau de la presse, des économistes, il n'y a pas photo, quoi. C'est là, Non, non, il n'y a pas photo, ouais. Mais le gouvernement fait la sourde oreille. voilà, le gouvernement s'est enfoncé dans une logique qui est un peu curieuse. Euh, Après, un gouvernement a du mal à se dédire, hein. Donc, c'est oui, pour ça que passer par la voie parlementaire est globalement plus simple que de les convaincre qu'ils se trompent. oui, c'est Oui, sûr. mais c'est quand même étonnant qu'ils ne se dédisent pas quand l'ensemble des économistes leur donnent des chiffres, hein, derrière. Oui, oui, mais c'est aussi montrer qu'ils n'ont pas fait d'analyse en amont. Euh, Oui, c'est sûr. Oui, oui, puis il y a 3 000 milliards de dettes, quoi. Ne nous l'aurons pas, le problème principal, il est là, en fait. oui, mais 3 000 milliards, on est sur 400 millions d'euros, hein, Oui, oui, d'économie. oui, je sais bien, je sais Et, bien. c'est totalement peanuts, hein. Un peu dérisoire. Un peu Ah ben dérisoire. complètement, mais ça leur donne l'impression que voilà, ça fait rentrer des sous, même si ça n'en fera pas rentrer, à mon sens. Mais Sachant que, on dit on n'augmente pas les impôts, mais par contre, c'est une mesure inflationniste, hein, Oui, Mm. euh, tout à puisque fait. globalement, les personnes qui vont être obligées de passer à la TVA, euh, on est sur un chiffre d'affaires cumulé annuel de 9 milliards d'euros. C'est pas rien. FNAE, c'est quoi? Alors, FNAE, c'est la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Alors, c'est son nom d'origine, hein. Alors, au départ, c'était FEDAE pour Fédération des auto-entrepreneurs. C'est devenu FNAE, mais globalement, on garde le nom, mais la FNAE défend tous les travailleurs indépendants, pas que les auto-entrepreneurs. Il faut rappeler que c'est une organisation représentative, Exactement, Jacques. C'est hein. l'organisation représentative des travailleurs indépendants au titre de l'article L262 du Code de la sécurité sociale. Et à ce titre, donc la FNAE siège dans les instances paritaires que sont l'URSSAF, les CAF, donc également l'URSSAF Caisse nationale où on a un siège, et à la Caisse nationale d'allocation familiale, on a également un siège, et puis au CPSTI, à la fois au niveau national et au niveau régional, Voilà. départemental.
C'est exactement. important de le rappeler quand même. Donc, c'est la FNAE, c'est plus de 200 conseillers, sachant qu'on arrive en fin de mandature, donc au mois de fin décembre 2025. Aujourd'hui, on est en pleine représentativité. Alors, aujourd'hui, c'est fait, hein, les données ont été envoyées au mois d'octobre à notre commissaire aux comptes qui les a validées. On est sur très exactement de mémoire 79 032 adhérents. Aujourd'hui, les éléments ont été envoyés. C'est donc la DSS qui gère tout ça, la Direction de la Sécurité sociale. La mission nationale de contrôle va contrôler toutes ces données et on aura un retour sur la représentativité à peu près à l'été et avec siège à la rentrée de septembre. Tu me dis, Isabelle, si je me trompe, mais Non, globalement, non, ça c'est va être ça. ce calendrier-là. Oui. On aura Mm. des nominations de conseillers à faire pour la prochaine mandature, donc sur le dernier trimestre 2025. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés par siéger en instance, alors ça peut être un peu chronophage parce qu'il faut prendre les dossiers, faut aussi connaître. La FNAE vous accompagne là-dessus, puisqu'on forme selon là où vous allez siéger, donc soit en CAF, soit à l'URSSAF, soit au CPSTI, vous aurez des formations, présenter les organismes et ce qui est attendu de votre part, mais il ne faut pas hésiter à revenir vers nous si vous souhaitez postuler euh, dans les instances. Très bien. Et on te remercie beaucoup, Nicolas, nous avoir consacré un petit moment ce soir. Évidemment, on se tient au courant et on tient au Oui. courant les différentes organisations de syndicaires sur le sujet et on fera aussi retour des retours justement, nous, qu'on pourra avoir au niveau des élus, etc. Si vous avez des questions ou des difficultés pour les courriers à envoyer, là, je sais que Isabelle a mis pas mal de liens là sur le chat, mais si vous avez des difficultés, si vous n'avez pas tout noté, etc., d'abord, on va renvoyer ce Zoom, l'enregistrement du Zoom, on va le mettre sur nos réseaux respectifs. Et il ne faut pas hésiter à nous solliciter aussi, on peut vous aider parce qu'on a un peu l'habitude de ça quand même. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir assisté à ce Zoom. On ne perd pas de vue le fait qu'il faut continuer à se battre, Oui. évidemment, encore du temps, mais il faut pas en perdre trop non plus. Et puis, merci Isabelle aussi pour tes soutiens par chat réguliers. Et suivez bien, éventuellement, suivez bien l'actualité sur le site de la FNAE, Oui, puisque dès qu'on a de l'info, on pousse. Et puis, je pense qu'on va faire des webinaires à peu près tous les 2, 3 jours pour donner de la visibilité sur là où on en est. On attend d'avoir la première concertation avec le ministère. Et suite à cette première concertation, on fera un retour. Il y aura sûrement un live qui sera organisé. Si vous n'êtes pas disponible sur les lives, de toute façon, ils sont enregistrés et sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube de la FNAE. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Oui, et puis nos super. organisations vont les retransmettre aussi, hein. Oui, oui, dans l'idée, c'est vraiment de faire un maximum d'effets d'effets de ruissellement, justement pour informer tous les ME. J'ai pas regardé ce soir où on en était au niveau de la pétition. On était ce matin à 153 000 de mémoire. Mm. Pas si Axel a mis à jour, par contre. Attends, je regarde. Euh, Oui, on peut continuer à la signer, bien sûr, et à la faire signer, quoi. Il ne faut pas Ah oui, hésiter. oui, 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 oui.
Et surtout, pensez vraiment au courrier d'élus. On a toujours l'impression que ça ne va pas les intéresser, tout ça, mais c'est pas vrai. On a toujours on a très souvent des retours quand même. Et puis encore une fois, ils sont dans une situation où ils doivent faire attention à leur devenir. Donc C'est là, ça. c'est un sujet de toute façon qui les eux-mêmes sont un peu perplexes sur cette question, hein, majoritairement. Donc il faut battre le fer quand il est chaud. C'est vraiment l'expression adéquate. Alors, Voilà. Nicolas, pour la pardon. petite histoire, pour l'anecdote, quand même, Vas-y. je vous la donne, l'anecdote. Pourquoi le RN pourquoi le RN avait poussé un amendement pour abaisser le seuil à 18 250? En fait, le RN est très implanté dans le nord de la France. Et il a une partie de son électorat où il a pas mal d'artisans. Le seuil de franchise en base en Belgique, il est à 17 000 euros. D'accord? Le 18 250, ils l'ont pas mis comme ça, au doigt mouillé, hein. En fait, ils se sont calés sur la Belgique parce que les artisans du nord de la France ont dit oui, mais vous comprenez, tous les Belges vont venir travailler en France, Mm. euh, bénéficier de la franchise en base, et du coup, bah nous, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura plus de boulot. Et les Belges, les Hollandais aussi, parce qu'ils ont un seuil de franchise en base qui est très faible, et l'Allemagne également, je crois que l'Allemagne est à 22 000. Donc, ils vont tous venir travailler chez nous. Et on n'aura plus de travail. Donc, c'était ça. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que finalement, il y a quand même un effet national. Et ben, pour le coup, les artisans du Nord comptent beaucoup moins que la population nationale. Voilà, Évidemment. les petits enjeux politiques. Ouais, bah, c'est clair. Bah, mais il faut en profiter. Il faut Et jouer. typiquement, oui, c'est ça. Typiquement, de toute façon, la FNAE est apolitique, donc on ne communiquera pas sur ce genre de choses. Ça, c'est du entre guillemets, off record. Ça reste entre nous, mais c'est marrant de voir comment ça fonctionne en fait. Ouais. Mm. Merci beaucoup. On va se quitter là pour ce soir. Encore merci, Merci. Isabelle, Nicolas. Bonne Et soirée Merci merci. beaucoup. et Bonne à très soirée. bientôt.